Audio Jungle. Un joueur de football doit comprendre quels sont ses objectifs individuels dans une équipe. C'est avec cette déclaration d'Arsène Wenger que nous plantons le décor de ce nouveau numéro. Ça parle de Super Coupe d'Europe qui prend la direction de Madrid. Un 5e trophée pour le Real de Benzema, l'indispensable en mode record face à Francfort, battu 2-0 ce mercredi à Helsinki. Les majeurs l'ont déroulé les calendriers du deuxième chapitre en Première Ligue, en Bundesliga et en Ligue 1. Ouverture de saison en Espagne et en Italie. Ce week-end, les enjeux du cru 2022-2023 décryptés. L'affaire Aurelio De Laurentiis, jugeant inutile de recruter des joueurs africains disputant la CAN. Plus de réaction des dirigeants et des dirigeants africains et de la CAF que comprendre de la sortie du président du Napoli. Les spécialistes donnent leurs avis sur le sujet dans le débat numéro 738 de PFE avec Franck Nounyama, Vicente Noussoulé et Delana Fatikoun qui sont déjà dans le studio Messanyami, duo technique et le Madovon et Théo Javon, plateau Foot Europe sur la radio qui mouille le maillot. Ici et maintenant, right now, le temps de dire bonjour à Franck. Bonjour, bienvenue. Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, bonjour d'être là. Merci bonjour d'être là, Angelo, pardon. bonjour le plateau, bonjour à toutes les auditrices. Vous êtes entendu d'être en blanc-noir, je ne sais pas. Bon, pour Vicente, ça se comprend, c'est le blanc du Real Madrid. Salut, bonjour. Évidemment, bonjour Angelo. Comment ça va? Bonjour aux auditeurs, ça va bien. Merci. Le Seigneur. Merci d'être là. Et bonjour également et salut sportif à tous nos auditeurs et internautes qui nous suivent partout dans le monde, puisque vous nous écoutez sur la bande FM et sur le net, le sportfmtg.com si vous voulez. Et nous allons démarrer tout de suite avec la Super Coupe d'Europe, messieurs. On l'avait peut-être dit, peut-être vu dans la boule de cristal qu'il n'y avait pas forcément photo entre le Real Madrid et Francfort. À l'arrivée, c'est 2-0. Franck, on pourrait peut-être dire simplement à chaque match, bon, il n'y a même pas besoin de jouer puisque c'est le Real, il faut leur donner le trophée, rentrer à la maison. Non, il faudra jouer. C'est vrai que sur le papier, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de comparaison à faire lorsqu'on regardait un peu les performances de ces derniers mois du Real Madrid. Francfort, même s'il a réussi à gagner la Ligue Europa, une cinquantaine d'années après, est à considérer parce que nous parlons d'une finale de coupe. Mais elle n'a pas existé quand même. Oui, cette équipe n'a pas existé. C'est vrai qu'au départ de cette rencontre, il y a eu une véritable occasion que Courtois a su empêcher. Donc après, le Real a déroulé. 2-0 à l'arrivée, c'est pas aussi surprenant. Donc même le début en championnat de Francfort n'augurait rien de solide du côté de ce club. Donc voilà, 6-0 ou bien 6-1 face au Bayern. Oui, donc 6-1. Oui, et le Real n'a fait qu'enchaîner. Je pense que c'est une victoire complètement méritée. Une victoire complètement méritée. Francfort qui a débuté les 15 premières minutes, on a vu qu'elle avait un semblant de faire quelque chose. Des joueurs comme Lenz, Götze qui est rentré en jeu, Rode. Cette équipe est-elle aussi faible ou c'est le Real qui est injouable? Non, je ne pense pas que le Real soit aussi injouable à ce niveau, mais je pense que c'est Francfort qui a été beaucoup plus faible, puisque déjà la semaine dernière, Sadio Mané avait déjà indiqué la voie à suivre au Real Madrid. Donc c'était beaucoup plus facile pour le Real de se débarrasser de cet adversaire qui ne fait pas forcément le poids. On se rappelle, la saison dernière, Francfort était arrivé en finale, à la surprise générale de tout le monde, avait éliminé le Barça. Qui était affaibli la saison dernière, donc ce n'était pas forcément totalement mérité. On peut dire que sur un coup de surprise, sur un coup d'étonnement, ils ont quand même réussi à brandir ce trophée européen de ce côté-là. Mais face au Real, c'était quand même pas du tout. J'imagine qu'à la mi-temps, vous avez éteint la télé connaissant déjà la suite du score. Oui, j'étais malheureusement même occupé. Ah, d'accord. J'avais pas pu. Je suis sûr que si vous étiez en train de regarder, vous allez quand même éteindre la télévision. Non, parce que j'étais tranquille dans ma tête. Voilà. Je savais que le Real allait passer devant cette équipe qui ne même s'il y avait des cris, comment dit-on, certains qui s'excitaient de gauche à droite, comme quoi Francfort pourra battre le
Real que nenni, tout simplement. Alors, on va parler de Thibaut Courtois. Ce monsieur-là, il y a quelques années, je peux dire il y a 2 saisons, il prenait les buts entre les jambes et tout le monde le critiquait. On a même créé une jupe virtuelle pour Thibaut Courtois pour arrêter les ballons. Aujourd'hui, à 30 ans, on nous annonce, selon le site Opta, qui est très très informé sur les statistiques de joueurs, 100% de tirs concédés en 4 finales disputées. Il a fait 19 arrêts. C'est-à-dire que quand il est dans les perches du Real Madrid, le Real ne perd pas de finale. Ce Thibaut Courtois, que dire là-dessus? Pour moi, c'est un autre facteur X pour cette équipe madrilène, parce que nous savons tous que c'est quand on prend le Real Madrid vis-à-vis des finales, c'est une équipe qui n'arrive véritablement pas à perdre des finales. Et donc la dernière fois, moi je pense que la marche était encore trop haute pour la formation de l'Eintracht Francfort. Et à l'arrivée, on a vu que le Real s'est encore offert ce titre-là, le 5e, pour égaler le FC Barcelone et puis le Milan AC au compteur. Et moi je pense tout simplement que la logique a été respectée de ce côté-là. La surprise aurait été que l'Eintracht Francfort remporte ce trophée et on sera là à disséquer les faiblesses de cette équipe du Real Madrid. Mais aujourd'hui, on a vu que c'était un match assez maîtrisé de la part de Carlo Ancelotti et puis sa troupe. Aujourd'hui, on va tout simplement féliciter le Real Madrid pour avoir fait ce parcours assez éloquent. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, Thibaut Courtois, c'est 19 arrêts pour toutes les finales qu'il a eu à disputer avec le Real Madrid. Comme je le disais, c'est le facteur X. Ce n'est pas un gardien ordinaire. Aujourd'hui, il peut être considéré comme l'un des meilleurs, pourquoi pas le meilleur, parce qu'on sait que Neuer est là. Et à l'heure actuelle, est-il le meilleur du monde? À l'heure actuelle, naturellement, c'est lui le meilleur. C'est vrai, il y a Ter Stegen, il y a d'autres également, De Gea, il y a Navas, Alisson Becker. Mais les statistiques prouvent aujourd'hui que Thibaut Courtois a quand même un pas en avance vis-à-vis de tous ces gardiens-là. Surtout que son équipe rafle les titres. Franck, vous êtes d'avis qu'à l'heure où nous parlons, il pourra peut-être remporter le trophée Yachine. Je veux parler du trophée du Ballon d'Or pour les gardiens d'ici quelques mois. Pourquoi pas? Il est en train de le démontrer lorsque vous regardez un peu les derniers matchs, surtout en Ligue des Champions du Real Madrid. Thibaut Courtois a été pour beaucoup dans l'issue finale de ces genres de matchs. Il a été véritablement décisif, empêchant l'adversaire de pouvoir faire la différence. Donc c'est un très grand gardien désormais. Il fait partie des meilleurs. Je n'ai pas envie de dire qu'il est le meilleur du monde actuel, même s'il gagne des choses. Pour vous, qui peut le concurrencer? Il fait Quelle concurrence actuellement? Il fait partie des meilleurs. Hein. Actuellement, il y a Donnarumma, même s'il n'a pas... mais il fait partie des gardiens qui arrivent avec de très belles choses. Mais il tend à devenir le meilleur. Oui. Il tend à devenir le meilleur. Il pourra pas remporter le trophée Yachine du Ballon d'Or. Il peut le remporter. Il est bien parti. Bien sûr, lorsqu'on considère ses derniers résultats, il peut le faire facilement, même j'allais dire le gagner. Donc aujourd'hui, comme il le dit, c'est un facteur X pour le Real Madrid. Donc sa venue, ça a été un tout petit peu difficile parce qu'il remplaçait un grand gardien, Keylor Navas. Toute la pression autour, voilà, il a pris des buts gags. Après, il s'est corrigé, il s'est installé maintenant. Donc voilà, ça ne fait que du bien pour le Real. À part le Belge, l'international belge, 30 ans seulement, il faut le dire, il a encore une grosse marge de progression, de confirmation pour remporter plusieurs trophées et pourquoi pas, je ne sais pas s'il va égaler Manuel Neuer, on reste là, on va continuer. Franck, je reste avec vous pour parler de Karim Benzema, buteur dans cette finale à la 65e minute, 23e trophée de sa carrière. Aujourd'hui, est-ce pour vous le favori numéro 1 du prochain Ballon d'Or? Les yeux fermés, oui. Les yeux fermés. Et si ce n'est pas le cas? Je ne sais pas. Ce serait une tricherie. Oui, il est le vol du siècle, encore une fois, oui. Donc je pense qu'au vu des 6 derniers mois affichés par Karim Benzema, il a fait tout simplement de la magie. Mané, Salah, Lewandowski, Kevin De Bruyne ne peuvent pas le titiller, lui rafler ce trophée. Ils ont porté leur équipe également d'une certaine manière au sein de leur club. Mais Karim Benzema a fait la différence. Quelqu'un qui réalise, j'allais dire, 3 triplés
sur 3 matchs d'affilée. Mais ça n'arrive pas tous les jours. N'importe quel match. Et pas dans n'importe quel match. Des matchs, surtout. voilà, des matchs à pression dans lesquels, quelque part, le Real était en difficulté. Oui. Il fallait avoir, on va dire, cette solidité mentale, cette solidité technique, cette solidité et ce talent, et puis ce charisme de leader d'un groupe pour aller chercher ces victoires. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il vient de gagner encore la Super Coupe d'Europe. Je ne sais pas, sauf Tounami, ce qui pourrait empêcher le Français de gagner ce ballon d'or. L'autre bonne nouvelle pour l'international français, c'est qu'il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Devant Raoul, s'il vous plaît. Raoul, attention, El Flaco. Ça lui fait quoi? 324 buts, très très loin d'un certain Cristiano Ronaldo qui en a 450. Que dire de Karim Benzema avant de passer la parole à Delanov? Non, je pense que Karim Benzema aujourd'hui mérite le ballon d'or. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas comparaison. Je ne trouve pas de concurrent. Donc c'est mieux de lui donner ça aujourd'hui en même temps que d'attendre le mois d'octobre, novembre, décembre. On attend le mois d'octobre, mais je pense qu'il n'y aura pas de concurrent parce que, comme Franck l'a dit... Il a écrasé toute la concurrence. Évidemment, il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Également. Il a remporté le trophée de Ligue des Champions, la Liga... Vous avez du plaisir à dérouler tout ça quand il s'agit d'un joueur du Real Madrid. Non, de là, mais je pense qu'il n'y a même pas de doute là-dessus. Maintenant, par rapport à ces statistiques, par rapport à Cristiano Ronaldo, je pense que c'est vrai que ça semble loin. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'il est encore à 120, ça doit être 126. 324, 450. 126. Oui, c'est ça. C'est possible s'il garde cette même forme-là. Oui. Sauf que ce sera un peu compliqué puisqu'on sait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les seuls capables à quand même traverser les générations avec une certaine constance. Donc, je ne sais pas pour Benzema, mais avec cette allure, il peut, c'est possible qu'il... Bon, je ne vais pas dire qu'il atteigne, mais qu'il se rapproche. Vous le mettiez dans la possibilité. On l'a compris, mon cher Vicente. Alors, mon cher Delanov, on parle de Karim Benzema. Aujourd'hui, on a l'impression que s'il sort du 11 entrant du Real Madrid sur le terrain dans un match, le Real ne gagne pas. C'est ce qui s'est vu lors de la pré-saison, les matchs de pré-saison. En l'absence de Karim Benzema, le Real avait du mal à gagner. Est-il aussi indispensable, incontournable? Aujourd'hui, je pense que Karim Benzema devient le Cristiano Ronaldo à l'époque quand il était là du côté du Real Madrid, ou encore Lionel Messi quand il était là du côté du Football Club Barcelone. Parce que les statistiques parlent en sa faveur, non seulement les statistiques, mais il a créé ces statistiques-là par ses performances. Et donc aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir sortir, Karim Benzema de son 11. Carlo Ancelotti l'a reconnu la dernière fois. Oui. Il est quand même le meilleur de son effectif. Cela veut dire l'importance qu'a le Français dans son groupe. Et donc, moi, je crois véritablement que Karim Benzema, il a travaillé, il a eu du mental, il a eu les ressources nécessaires pour pouvoir être à ce niveau aujourd'hui. Parce que quand on se rappelle... Il a attendu son temps, selon vous? Il a attendu son temps, il a travaillé dans l'ombre. Et aujourd'hui, il est en train de manger ses fruits, tout simplement. Et donc, le Français est actuellement au firmament de son art. Je ne crois pas véritablement qu'il y a quelque chose qui peut l'arrêter. À part une blessure? À part une blessure. D'accord. Ce qui a toujours été l'ennemi numéro 1 de tout joueur. Quand vous performez, quand vous êtes dans une très bonne spirale, il faut toujours prier pour que vous n'ayez pas de blessures. Et moi, je prie vivement pour que Karim Benzema ne connaisse pas de blessures sur cette saison parce qu'il sera encore attendu. Nous imaginons tout simplement qu'au tout début de la saison, Karim Benzema se blesse. Ce sera le grain de sable sur cette saison parce que c'est vrai
qu'il a tout simplement brisé la concurrence entre Lewandowski, tous les autres pour le Ballon d'Or. Mais s'il se blesse actuellement, ce sera un peu compliqué. Parce que les autres vont quand même continuer par performer. Absolument. Voilà qui est dit. Il y a un trio. Rapidement, je voudrais l'avis de Franck sur le trio Casemiro, Kroos, Modric. Modric, 36 ans. Casemiro, 30 ans. Kroos, 32 ans. Et pourtant, ces trois-là, apparemment, ils sont inusables. Ils sont inusables. C'est l'hygiène de vie, c'est le travail. Même s'ils sont en train de prendre de l'âge, ils jouent forcément leur rôle. Lorsque vous regardez le technicien italien, il parle bien d'eux, il leur fait confiance à tous les niveaux. C'est des joueurs qui savent, on va dire, tenir le ballon. Lorsque vous prenez, par exemple, Modric, il est difficile de lui prendre le ballon, laisse qu'il l'a dans le pied. Toni Kroos, avec ses passes millimétrées, qui regarde bien la position des joueurs et adresse des passes assez intéressantes. Lorsque vous prenez Casemiro, lui, c'est un catalyseur. Il vient détruire, on va dire, les offensives adverses. Donc, c'est un trio assez intéressant qui véritablement reste au niveau, qui a toujours quelque chose à donner à cette équipe. C'est vrai que souvent, on injecte un peu du sang neuf en faisant jouer Valverde également de ce côté-là. Il y a les nouveaux Camavinga, Tchouaméni. Voilà. Mais pour le moment, ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. Et dans ces genres de matchs, ils sont très importants. Ah oui, vous l'avez dit, ils ont énormément d'expérience. Ces trois joueurs, Casemiro, Toni Kroos et puis Luka Modric. Voilà ce qu'on pourra dire concernant la Super Coupe d'Europe qui repart du côté de Madrid pour la 5e fois de l'histoire, égalant le FC Barcelone et le Milan AC. Et Carlo Ancelotti devient le seul entraîneur à avoir gagné 4 fois cette compétition. On pourra dire respect au monsieur, tout simplement. Et l'on dit ceci, l'annonce de la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or, c'est à partir de ce vendredi soir à partir de 16h30 jusqu'à 19h, on va dérouler les noms par vague, Ballon d'Or masculin, féminin, trophée Copa pour le meilleur jeune joueur et puis le trophée Yachine également qui va sûrement sans grande surprise aller à un certain Thibaut Courtois. Et l'on va s'arrêter là concernant la Super Coupe d'Europe. On va désormais dérouler le tapis rouge au majeur et nous démarrons avec Première Ligue Express News. Nous vous donnons le calendrier du deuxième chapitre de la Première Ligue anglaise et ça démarre samedi avec beaucoup de matchs. Aston Villa, Everton, Arsenal accueille Leicester à domicile, Manchester City sera l'hôte de Bournemouth, Brighton joue contre Newcastle United, Leeds United sera au St Mary Stadium pour défier l'équipe de Southampton, Wolverhampton qui a accueilli un certain Gonzalo Guedes en provenance de Valence, va jouer contre Fulham. La sortie de Manchester United sur la pelouse de Brentford. Attention, c'est une équipe qui sait jouer au football. On se rappelle que la saison dernière, elle a brûlé la politesse à Arsenal en ouverture de championnat. Dimanche, le rendez-vous donne Nottingham Forest, le premier face à West Ham United. Et puis, le match très attendu, messieurs, c'est Chelsea face à Tottenham. Franck, cette équipe de Chelsea, pour vous, cette équipe a-t-elle du coffre face à cette intéressante et ambitieuse équipe de Tottenham? Oui, c'est un derby londonien. Ça se joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Lorsqu'on regarde la performance des Blues l'année dernière, ils sont un tout petit peu devant les Spurs. Ce qui veut dire que oui, pour le moment, ils ont peut-être un certain avantage avec l'arrivée de Raheem Sterling et puis d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Mais vous l'avez bien précisé, Antonio Conte et son club ont envie de montrer autre chose. S'il est resté, c'est qu'il est sûr de pouvoir produire quelque chose de bien, comparaison faite à la saison dernière. Parce qu'à un moment donné, il a voulu partir, il a voulu quitter les clubs. Mais la discussion avec le board des Spurs vraiment lui ont permis de rester. Donc, il y a des joueurs intéressants qui sont venus pour appuyer Harry Kane et puis Edmondson. Sans oublier Kulusevski également, un très bon joueur. Voilà, le duo le plus prolifique. Ryan Sessegnon. Sessegnon. Et puis la dernière fois, vous les avez vus, ils ont déroulé. Totalement. Ils ont été menés et rapidement, ils ont égalisé et puis ils ont déroulé. Donc, je pense que c'est un match assez intéressant. Chelsea doit pouvoir faire attention face à cette équipe qui a envie, qui veut aller chercher le top 3 cette saison. Voilà, en fin de championnat. Tottenham face à Chelsea, vous partagez le même avis que Franck?
Affirmatif, parce que quand on prend ces deux formations sur ces dernières années, c'est quand même Chelsea qui est un peu devant vis-à-vis de Tottenham, Oui. même si on sait que Tottenham sous Pochettino, c'était une équipe qui arrivait véritablement à brûler la politesse, comme Franck l'a dit. Elle a même joué une finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Voilà, cette équipe a même... Chelsea a remporté entre-temps le trophée également. Justement, et donc aujourd'hui, on va s'attendre véritablement à un match beaucoup plus physique entre ces deux formations, parce que du côté d'Antonio Conte, on connaît très bien la tactique de l'Italien. C'est quelqu'un qui demande beaucoup d'intensité dans ses rencontres à ses joueurs, et on attendra... se rappelle même de la pré-saison, déjà. Justement, ça a été poussif, les joueurs même étaient presque cramés. Voilà. Et moi, le joueur que je veux quand même voir performer dans cette rencontre, c'est quand même le Malien. Le Malien de Tottenham ou de Chelsea? Le Malien de Tottenham. On va falloir... Bissouma. Ah, d'accord, oui. Yves Bissouma. Oui. C'est quand même un joueur assez intéressant techniquement. Et donc, moi, j'aimerais bien voir sa performance vis-à-vis de cette équipe de Chelsea. Même si on sait qu'il est dans ce championnat, ça fait pas mal de temps. Il connaît très bien ce championnat. Mais là, les ambitions sont tout autres. Les ambitions sont tout autres, parce que Tottenham, par rapport à West Brom, c'est quand même un cap beaucoup plus élevé. Exactement. Et donc, le dimanche, sur le coup de 15h30, on va quand même s'attendre à voir une belle affiche. D'accord, vivement. Et on rappelle que l'annonce, on a eu une information cette semaine, c'est que Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, aurait rencontré Jorge Mendes, le célèbre agent de Cristiano Ronaldo. On ne sait pas si, il y a des discussions qui sont faites par rapport à ça. Et on aura lundi, Liverpool va jouer contre Crystal Palace. On suivra justement cette rencontre et l'on va désormais ouvrir un autre majeur, direction... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous nous intéressons au championnat d'Allemagne. Franck, le Bayern la dernière fois s'est offert un carton face à l'équipe de Francfort. C'est quoi les nouvelles de la deuxième journée? Oui, les nouvelles de la deuxième journée. Ça commence comme souvent ce vendredi déjà avec un match entre Fribourg et puis le Borussia Dortmund, deux équipes de clubs qui ont réussi quand même à prendre les 3 points lors de la première journée. Ça veut dire que ça annonce un match assez intéressant, peut-être pour tenter de prendre l'avance sur un potentiel rival. Samedi, on a ce match entre Leipzig et puis Cologne. Leipzig qui n'a réussi qu'un nul pour commencer. Oui. Premier faux pas. Aura affaire à Cologne qui, de l'autre côté, a gagné. Werder Brême va jouer contre Stuttgart. Les deux clubs se sont contentés d'un nul sur la première journée. Le Bayer Leverkusen, qui a perdu de façon surprenante, reçoit Augsbourg. De l'autre côté, on aura ce match entre Hoffenheim et puis Bochum. Hertha Berlin, qui a perdu, reçoit Francfort également, qui a perdu, souvenez-vous, 6-1 face au Bayern. Donc, un duel de perdants lors de la première journée. Schalke 04 joue contre Mönchengladbach et puis 2 matchs à suivre le dimanche. Mayence et Union Berlin. Ça devrait être un match intéressant. Les deux clubs ont gagné lors de la première journée. Et puis le Bayern Munich qui va tenter d'assurer une deuxième victoire de rang dans ce début de saison reçoit Wolfsburg. Et surtout, l'attente concernant Sadio Mané, peut-être il va enchaîner. Depuis qu'il est arrivé, il marque. Il est très attendu, il a marqué en Supercoupe d'Allemagne. Il a marqué lors de la première journée de Bundesliga. On attend exactement ce qu'il pourra encore produire, la star sénégalaise, dans ce match entre le Bayern Munich et Wolfsburg. Dankeschön, Herr Nunyama. On se dit bis bald et l'on poursuit le décryptage des majeurs. Et désormais, nous sommes du côté de Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous rappelons que l'AS Monaco a été éliminé de la course en Ligue des Champions lors des préliminaires 3e tour de cette compétition par le PSV Eindhoven, entraîné aujourd'hui par un certain Van Nistelrooy, l'ancienne icône de Manchester United. Et on va parler de cette deuxième journée de Ligue 1 qui commence ce vendredi. Nantes-Lille, match a priori intéressant sur le papier tout comme sur la pelouse. Demain samedi, on aura Monaco-Rennes.
Valenciennes, Paris Saint-Germain, Montpellier. Alors, Christophe Galtier qui dit il est temps de voir désormais le trio Messi, Neymar, Mbappé. Que comprendre là-dessus? Ben, ça veut dire tout simplement qu'il veut donner la force ou bien le pouvoir à ce trio-là, parce que sur la saison, c'est Mbappé, c'est Messi, c'est Neymar qu'on va beaucoup plus voir de ce côté. Et j'attends véritablement pour que ces trois hommes soient mis ensemble, parce que sur la première journée ou bien sur l'heure de sortie, Oui. pour les deux, pour Vous l'heure voulez de parler du trophée des champions, le trophée des champions et de la première D'accord. journée, Kylian Mbappé n'était pas là. Oui. Même si on sait que c'est lui quand même qui est le porte-flambeau de ce projet, même s'il y a Lionel Andrés Messi et Oui. puis Neymar da Silva Junior. On D'accord. attend de voir le Français pour son retour en compétition. Et pour moi, ce sera également un plus pour cette équipe, parce qu'on sait, on connaît très bien la force de ce jeune homme, 22 ans aujourd'hui. Ok. Et il sera attendu sur la saison, ce trio-là, surtout, même si la saison dernière, Lionel Andrés Messi n'était pas totalement concerné par ce qui se faisait sur le terrain. La preuve, c'est 5 petits buts sur la saison. Ça, c'est vrai. Neymar également, depuis qu'il est arrivé, ça a toujours été une saison en demi-teinte. Oui. Cette saison, moi je pense que surtout avec la pression qui lui a été mise pour qu'il reste, je pense véritablement que le Brésilien va vouloir nous offrir une autre sauce. Vous attendez un nouveau Neymar? Moi, j'attends beaucoup plus un nouveau Neymar sur cette D'accord. saison, parce qu'on sait qu'en vue, Oui. à la fin de cette année, il y a encore la Coupe du Monde qui arrive. Et donc, ce sont quand même des compétiteurs qui iront quand même chercher des performances pour pouvoir représenter leur nation lors de la Coupe du Monde. Et donc, moi, je pense véritablement que Christophe Galtier, justement, attend véritablement. Il a été pisté par le Paris Saint-Germain également. Mais bon. Attend véritablement beaucoup de ce trio Neymar, pour oui. aller chercher les résultats En cette tout cas, saison. le trio Neymar, Mbappé, Messi est très très attendu, tout comme Ramos. Vitinha également est un joueur très intéressant, on verra ce qu'il va apporter. Je voudrais vous avoir sur l'arrivée de Christophe Galtier, on n'en a pas encore vraiment parlé. Il est arrivé à la tête du Paris Saint-Germain. Quand vous avez su que c'était lui en remplacement de Mauricio Pochettino, quelle a été votre réaction? Personnellement, j'étais surpris de voir Christophe Galtier sur le banc des Parisiens. Certes, c'est un coach qui connaît très bien la Ligue 1, qui a de l'expérience dans ce championnat-là, mais qui n'a pas forcément l'expérience de la Ligue européenne des champions, puisqu'on sait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, le plus grand objectif, c'est quand même la Ligue des champions, où voilà, rapatrier des trophées à domicile, des trophées européens à domicile. Donc, je pense que sur ce côté-là, Christophe Galtier n'est pas forcément la meilleure personne à faire venir du côté du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il a été recruté peut-être pour son professionnalisme, pour sa rigueur. Il ne faut pas oublier que c'est l'un des rares coachs qui, quand même, n'ont pas leur parole dans la bouche, qui essaie quand même de dire la vérité aux joueurs. On a vu avec Lionel Messi, quand il est arrivé, il a dit qu'il a parlé avec Lionel Messi, il lui a dit certaines vérités. Il lui a fait comprendre certaines réalités sur le terrain, ce qui a poussé. Et Lionel Messi a quand même fait beaucoup plus d'efforts. Non seulement lui, mais Neymar et Mbappé également est attendu, puisqu'on sait que ce trio-là est souvent critiqué pour le fait qu'il ne défend pas trop ou bien n'aide pas trop l'équipe quand l'équipe est en difficulté. Donc je pense qu'il est arrivé, certes, peut-être personnellement j'ai été surpris, mais je pense qu'il a quand même une mission à accomplir, celle quand même d'élever encore le Paris Saint-Germain à un certain niveau, puisqu'on l'attend. C'est vrai, en Ligue 1, Bon, c'est presque calé, plié, mais presque plié. Ailleurs. Mais oui, on attend le Paris Saint-Germain à un niveau Ailleurs. beaucoup plus européen. Je pense qu'avec le professionnalisme et la rigueur de ce coach, il pourra amener le Paris Saint-Germain à ce niveau. Avant de parler de Marseille, Franck, Christophe Galtier aujourd'hui, on a l'impression qu'il a sa main mise presque sur ses égaux, entre guillemets, de ces joueurs que nous sommes en train de citer, pas des moindres. Il y a Ramos, c'est quand même une superstar du football mondial, Lionel Andrés Messi, Neymar, et voilà, la pépite Mbappé. Pour vous, voilà, a-t-il le coffre vraiment?
Oui, lorsqu'on on évoque le nom Christophe Galtier, tout de suite, c'est vrai que souvent, ça ne dit rien à personne. Mais c'est un entraîneur qui a su faire en son parcours, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il a fait comme adjoint à Saint-Étienne sous Alain Perrin, un entraîneur qui a du vécu, qui a gagné le titre de champion avec Lille, qui connaît forcément le football français. Ben, on a fait le tour du côté du bord du Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas d'entraîneur disponible. C'est vrai, au départ, personne n'avait envie de le prendre comme entraîneur du Paris Saint-Germain, le plus grand club, dit-on, de France. Mais je pense que son directeur sportif a vraiment pesé, qui connaît bien Mbappé, pour avoir travaillé avec lui du côté de Monaco, qui pour avoir travaillé avec Christophe Galtier aussi du côté de Lille, bon, il a pesé finalement dans sa venue. Maintenant, je sais que c'est un entraîneur rigoureux, qui sait dire les choses, qui sait bien construire, on va dire, un effectif. Et il sait que, oui, partout où il est passé, il n'a pas eu des joueurs, on va dire, de cette trempe. Donc, en début de saison, il fallait mettre les points sur les i. Voilà pourquoi, lors de la tournée au Japon, il a appelé Messi pour lui dire, comme Vicente vient de le dire, quelques vérités. Monsieur, vous allez devoir défendre un tout petit peu désormais. Neymar, vous allez devoir travailler parce que la saison dernière, ces deux stars ont été attendues, mais elles n'ont rien foutu à l'arrivée. Donc, il veut les voir jouer ensemble. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle philosophie, une nouvelle vision de jeu. Vous allez voir en défense, déjà, il a fait revenir l'expérience de Sergio Ramos. Oui. Ça veut dire qu'il a envie de mettre quelque chose de solide en place, même si on a traité Sergio de vieux. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait bien ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, Christophe Galtier, par rapport à ce que j'ai vu sur ces 6 dernières semaines, c'est quelqu'un qui a envie d'apporter de la rigueur, du savoir-faire, de faire jouer, on va dire, ce collectif, ce groupe de stars qu'il a pour aller chercher des titres, et il peut le faire. Et c'est sur ça qu'on l'attend, en tout cas du côté du club francilien. Et nous rappelons également qu'il y a eu des mouvements du côté de l'Olympique de Marseille. On ne sait pas s'ils font beaucoup plus dans l'émotion ou vont-ils aller sur le terrain produire quelque chose d'assez intéressant, même s'ils ont gagné la dernière fois 4-1 face à Reims. Marseille qui accueille un certain Alexis Sanchez. Je reste avec vous, Franck. Oui. C'est quoi ce projet-là? Oui, bon, à 36 ans, on fait venir de la jeunesse, on fait venir de l'expérience. Pour faire quoi en attaque de l'Olympique de Marseille? On pense aujourd'hui qu'il a quand même une certaine expérience pour, on va dire, tirer le groupe vers l'avant. Il va être peut-être la locomotive de cet effectif, dit-on, du côté de la présidence de l'Olympique. Vous avez dit 36 ans. Pour un attaquant, ça marche, non? Ben, il a 33, je pense. 33. Ah, c'est 33 ans. Bon, donc, avec son expérience, il a joué du côté du Football Club Barcelone, d'Arsenal, et puis la dernière fois de l'Inter, même si en 3 saisons, il n'a marqué que 20 buts. Parce qu'il n'était pas parmi forcément les titulaires de cet effectif. Et ici, à Marseille, lui-même, en arrivant, il disait qu'il aime la pression. Vous avez vu l'accueil? Ça lui fait travailler, oui. Superstar. Superstar. Donc, Alexis Sanchez. À 33 ans, on compte beaucoup sur lui. Ça fait longtemps, on l'a vu. Hein, on espère. Au sommet de sa forme. On espère que ça va pouvoir apporter quelque chose à l'Olympique de Marseille. Parce que depuis un moment, avec l'arrivée de Franck Marco, moi, personnellement, je ne suis pas satisfait. Ouais. Le projet ne vous convainc pas? Ça ne convainc personne, pas seulement moi. Donc, je pense qu'il va falloir travailler. Le fait déjà de laisser partir Sampaoli, on avait dit que c'était une bêtise. Oui. Mais lors de la première journée, bon, Igor Tudor, peut-être, qui a fait jouer pratiquement ses nouveaux venus, a eu raison sur ce match-là. On va voir la suite. On attend de voir exactement, parce que cette équipe de l'Olympique de Marseille, on a Cédric Bakambu, on a Sandy Under, on a Baba Dieng, on a Akarjus Milik, on a Dimitri Payet. Bon, ok. Ça pourrait peut-être le faire. 30 secondes sur le cas Alexis Sanchez. Non, je pense qu'il a été accueilli tout comme Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Ah bon? Ou encore Cristiano Ronaldo. Vous croyez? On a vu les mêmes images? L'Olympique de Marseille tient sans Messi. Et je pense que les mêmes supporters qui ont décrié ou encore qui ont sifflé Igor Tudor en début de championnat, l'ont acclamé, l'ont applaudi quand Alexis Sanchez est arrivé. Je pense que
même quand tu n'es pas star ailleurs, tu peux être star. Il peut apporter quelque chose selon vous. Il peut apporter quelque chose. D'accord. Mais il y a une certaine irrégularité qui caractérise la carrière de ce jeune joueur. Voilà. Mais je pense qu'il pourra aider l'Olympique de Marseille, puisque les exigences au niveau de l'Olympique de Marseille ne sont pas les mêmes qu'au niveau de l'Inter ou de Arsenal. Mais l'Olympique de Marseille joue la Ligue des Champions cette saison. Oui, l'Olympique de Marseille joue la Ligue des Champions cette saison. Pourra-t-il être titulaire à chaque match selon vous? S'il est épargné des blessures et quand on prend par exemple aux entraînements, il est performant, moi je ne vois pas pourquoi Igor Tudor ne va pas pouvoir le titulariser. C'est vrai, il y a quand même des joueurs de qualité de ce côté-là, mais si Alexis Sanchez pourrait quand même retrouver un tout petit peu, mais 65-70% de ses qualités, je pense qu'il peut quand même apporter un plus à cette équipe. Pourquoi pas? Et on parle de cette équipe de Marseille qui va jouer en déplacement à Brest. Ce sera dimanche. Nice accueille Strasbourg. Clermont Foot sera chez Reims. 3 jouent à domicile contre Toulouse, Ajaccio, Lens, Auxerre, Angers et puis un intéressant, Lorient Olympique Lyonnais avec le désormais nouveau capitaine, un certain Alexandre Lacazette. Et c'est bien terminé pour la Ligue 1. Désormais, nous allons nous retrouver dans un championnat où désormais c'est dans quelques heures l'ouverture de la nouvelle saison. Aquí está la Liga Española. Nous sommes en Espagne pour évoquer l'ouverture de la saison en Liga espagnole et comme on le fait toujours, on va s'intéresser d'abord à notre compatriote, celui-là qui représente le Togo dans cette Liga. Il s'agit de Jenna Ortega Daconam, c'est le capitaine des éperviers. Il est toujours à Retafe, c'est ça? Oui, il est toujours à Retafe et on sait très bien du haut de ses 30 ans. Oui. Si je ne me trompe. Donc, déjà, la saison dernière n'a pas été la plus fameuse pour cette équipe de Retafe. Ils ont terminé 15e. Mais ils ont été sauvés, vraiment sauvés, puisqu'ils ont eu 39 points à égalité avec le 16e et le 17e. Voilà. Donc, à quelques centimètres près, aïe, aïe, aïe. Ils ont eu chaud, quoi. Ils seraient dans le fossé de ceux qui devaient jouer la deuxième division cette saison. Ils ont vraiment eu chaud, mais ce n'était pas le cas. On se rappelle encore de leur 5e place en 2019. Oui. Ils ont même joué la Ligue Europa. Oui, ils ont joué la Ligue Europa. Ils ont failli même jouer la Ligue des Champions, mais ce n'était pas le cas. Donc, aujourd'hui, Jenna Daconam a plusieurs fois été annoncé du côté d'Arsenal, de l'Atlético Madrid ou encore d'autres clubs, mais ça n'a jamais été le cas. Il est resté avec Retafe, donc la saison va démarrer ce soir. D'accord. Et donc il sera encore là, capitaine, comme toujours. Il va aider ses coéquipiers peut-être à faire mieux que la saison dernière. Et également, on va parler de ce duel entre Lewandowski et puis Karim Benzema du côté de la Liga, le Classico, c'est ce qu'on va avoir cette saison. Oui, évidemment, il y a 2 ans, on a manqué quand même cette attractivité au niveau du championnat. Oui. Quand on a perdu quand même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc on peut dire qu'on a un peu retrouvé cette attractivité-là. 2 meilleurs buteurs en activité de Ligue des Champions. Évidemment. Donc avec ce duel qui a annoncé entre Lewandowski et Karim Benzema qui a terminé meilleur buteur la saison dernière avec 27 réalisations. Il doit commencer à avoir peur, parce que Lewandowski marque 40 buts par saison. Évidemment, Lewandowski, c'est quand même 50 buts, toute compétition confondue avec le Bayern la saison passée. Sauf que la Bundesliga, elle est différente. Elle est faible que la Liga. Vous voulez dire que la Bundesliga est faible que la Liga? Plus ouverte. Plus ouverte, mais ici, Lewandowski est arrivé dans un nouveau championnat. Il va devoir s'adapter. D'accord. Donc, c'est ça le bémol. Donc, Benzema sera devant Lewandowski derrière. On ne sait pas encore, mais c'est un duel qui est annoncé entre ces deux grands hommes. Et il y a aussi la capacité de Xavi à guider le Barça vers un nouveau titre. Pourquoi pas? Il était là déjà la saison passée. Il a quand même réussi à ramener le Barça de la 9e place à la 2e place. Et surtout avec l'état de vieille garde, si on peut le dire, du Real Madrid qui ne change pas. Avec ce trio-là dont on avait parlé. On attend de voir ce qui va se passer dans ce championnat-là. Ce sera quand même très intéressant. Le quid de l'Atlético de Madrid? Oui, l'Atlético de Madrid.
ce club fera mieux qu'un 3e larron? On se le demande. On se rappelle que... Luis Suarez est parti. Luis Suarez est parti. Alvaro Morata est de retour. C'est bien. Donc, voilà, il pourra peut-être, pourquoi pas, aider l'Atlético à faire mieux qu'un 3e larron ou à faire mieux qu'une 3e place. On se rappelle, l'Atlético avait bien tenu la 2e place la saison dernière jusqu'à ce que le Barça ne renverse la situation. Et donc, voilà, Simeone est toujours là depuis 2011. Il est d'ailleurs le plus ancien entraîneur. Si on scrute un peu sur un banc de Liga. Voilà, la liste de tous les entraîneurs qui sont là. Ça fait 11 ans qu'il est là. Waouh! Il est passé par. Faut le faire. Voilà, certaines gloires. Aussi, il y a des déceptions. 2 finales de Ligue des Champions perdues. Il a gagné la Ligue Europa. Oui, il a gagné le championnat. La Super Coupe d'Europe. D'Europe également, 2 fois contre le Real Madrid. On attend de voir. Voilà, on attend de voir ce qui va se passer. Y a-t-il une dernière info avant de passer à la Serie A italienne qui s'ouvre également? Oui, s'il y a eu l'info qui s'ouvre, c'est l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de Valence, qui vient remplacer Pep Bordalas. Bordalas, l'ancien de Retafe. Exactement. Donc voilà, Valence. Gattuso en Espagne. Évidemment, Valence. Intéressant. Gattuso en Espagne. C'est quand même Valence qui gagne. C'est une progression pour lui, on pourra dire, pour Gattuso, non? Pour Gattuso, non seulement pour Gattuso, mais voilà, une lumière sur ce club de Valence, qui est un peu perdu de sa notoriété en Liga. Ça, c'est vrai. Et donc, je pense que c'est une bonne affaire pour ces 2 entités-là. Oui. Et on attend vivement ce que Gennaro Gattuso va faire de ce côté-là. Valence, l'ancien club d'un certain Argentin, Pablo Aimar. C'était un virtuose du football mondial à l'époque. Gracias, Señor Vicente. Ce sera votre responsabilité désormais de parler espagnol dans cette émission. Hasta pronto. Et nous continuons désormais. Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes dans le pays adoptif d'un certain José Mourinho. Là-bas, il est adoré. Il est presque un dieu. On va parler d'abord de cette Serie A italienne avec la course à 3. L'Inter Milan, qui a fini 2e la saison passée. Le Milan, c'est le champion en titre. Et puis, la Juventus, qu'est-ce qu'on doit attendre? Qui va succéder au Milan AC? C'est la question qui taraude les esprits de tous les Italiens et puis tous les admirateurs du football italien. Et le Milan AC remet en jeu son titre demain samedi sur le coup de 16h30 face à l'Udinese. Oui. Mais vous savez, vous venez de citer 3 noms tout à l'heure, l'AC Milan, l'Inter Milan et puis la Juventus de Turin. Oui. Ça fait 2 ans maintenant que la Vecchia Signora n'a pu glaner le titre de champion du côté de l'Italie et donc je crois que cette équipe sera attendue cette saison, même si pour moi je sais que ce sera l'Inter de Milan qui pour moi sera le favori de cette saison. C'est vrai, le Milan ça c'est l'avis du spécialiste. L'Inter de Milan favori pour la nouvelle saison. Justement, je note ça. Parce que l'Inter de Milan a quand même gardé sa colonne vertébrale et a quand même fait venir également des joueurs de qualité, à savoir Romelu Lukaku, qui a déjà remporté le Calcio avec cette équipe. Et sans oublier, il y a Lautaro Martinez qui est là, il y a Samir Handanovic qui est resté, le capitaine de cette formation, Stéphane De Vrij, il y a ces cadres-là qui sont restés. Du côté de Milan AC également, c'est vrai qu'il y a eu des départs comme Franck Yannick Kessié qui est parti du côté du Football Club Barcelone. Mais du côté de Milan AC, c'est vrai, il y a Giroud, il y a Zlatan, il y a Raphaël Leao, il y a McMini et tous les autres. Mais on sait véritablement que la saison dernière, il a fallu que cette équipe remporte son 19e titre avec un petit point de différence sur l'Internationale. Et à l'époque, c'était l'Inter qui avait perdu un match pour que le Milan se passe devant. Exactement. Raison pour laquelle moi je dis aujourd'hui que pour cette saison 2022-2023, le favori reste l'Internationale. Alors, parlons de la Juventus. Qu'est-ce à attendre de cette équipe-là qui sera privée de Paul Pogba?
La Juventus de Turin a fait venir Paul Pogba après son passage en demi-teinte du côté de Manchester United. Oui. Le Français est revenu à la maison, mais actuellement, l'information c'est que Paul Pogba est blessé. Et le monsieur refuse de se faire opérer parce qu'il y a quand même la Coupe du Monde en vue. Exactement. Il veut tout simplement faire des injections et puis pour pouvoir jouer. Mais le petit bémol de ce côté-là, ce sera du fait que Paul Pogba ne pourra pas disputer toutes ces rencontres-là à 100%. Il aura toujours en tête, parce qu'il est blessé, ce sont des injections qu'il a faites. Et donc, il sera à 50-60%. Et donc, cela ne va pas véritablement avantager d'abord le joueur pour pouvoir performer. Mentalement, c'est quand même un handicap. Et cela ne va pas forcément avantager la Juventus de Turin. Maintenant, on sait que ce n'est pas simplement Paul Pogba qui est arrivé du côté de la Vicia Signora. Il y a également le magicien argentin Angel Di Maria, qui après... un peu plus âgé, mais bon, on fait avec. Oui, un peu plus âgé, mais on connaît la qualité de sa patte gauche. Et donc, je crois que l'Argentin va quand même apporter un plus à cette équipe de la Juventus de Turin. Et quand on sait que dans cette équipe de la Juventus de Turin, il y a un certain Duvan Vlahovic qui a terminé meilleur buteur la saison dernière avec 23 réalisations. L'année de la confirmation. L'année de la confirmation pour lui, quand on connaît la qualité de passe d'Angel Di Maria, il va tout simplement se régaler. On attend de voir exactement ce à quoi va aboutir cette saison avec ce trio-là. Le Milan, c'est l'Inter Milan et puis la Juventus Turin. On va parler peut-être de Victor Osimhen. Il est également attendu avec le Napoli. Naturellement, Victor Osimhen, il est attendu du côté de Napoli, sans oublier que dans sa même formation, il y a un autre Africain, Franck Zambo Anguissa, le Camerounais. Le milieu de terrain camerounais. on connaît la qualité du Nigérian Victor Osimhen. Il a été meilleur joueur africain du côté de la Ligue 1 et après, il a débarqué du côté de Napoli pour la bagatelle somme de 80 millions d'euros. C'est vrai, sur ces 2 dernières saisons, ce n'était pas vraiment ça. Mais moi, je crois que cette saison, ce sera la confirmation pour lui également. Vivement. Parce que l'attente est grande. On va souhaiter que les blessures puissent épargner le Nigérien. Surtout parce qu'on on le connaît sur le terrain, très efficace et qui dérange énormément les défenses adverses. Et donc, c'est tout le mal qu'on puisse le souhaiter cette saison pour que Victor Osimhen, pourquoi pas, soit le porte-flambeau de Napoli sur cette saison. Pourquoi pas titiller Lautaro Martinez, titiller Romelu Lukaku et Edin Dzeko pour le titre de meilleur buteur à la fin de la saison. En tout cas, intéressant. On rappelle que Osimhen a marqué 14 buts la saison dernière en 27 matchs de Serie A italienne. On termine avec les nouvelles de Mourinho, avec la Roma. Avec la Roma, on sait véritablement que José Mourinho, c'est quand même l'homme de cette deuxième saison, partout où il est passé, ça a toujours été un trophée majeur. Et pour moi, ce sera la grosse surprise. Il sera véritablement attendu, c'est vrai. Il y a Dybala qui est arrivé. Avec Paulo Dybala, le joyau argentin, on attend véritablement. Qui n'a jamais brillé. Qui n'a jamais brillé. On attend de voir si sous Mourinho, il va véritablement porter à lui tout seul cette équipe de l'AS Roma. Également, il y a eu l'arrivée de Gigi Wijnaldum de ce côté-là. C'est vrai, cette équipe ne regorge pas assez de qualité, mais il y a quand même de joueurs de devoir. Tammy Abraham également, Chris Smalling qui a fait du côté de Manchester United. Voilà, on attendra de voir José Mourinho parce que ces deuxièmes saisons ont toujours été des saisons de trophées et c'est la troisième qui est tout simplement la cata. En tout cas, on attend de voir ce que va produire cette équipe de la Louve cette saison et on reviendra lundi pour les résultats de la première journée et en Liga et en Serie A italienne. Si vous permettez, 30 secondes, rapidement mettre un mot sur l'AC Monza. C'est le club. Voilà, c'est l'un des promus. Exactement. Ils sont trois. Il y a Lecce, Cremonese et puis Monza. Monza, pourquoi? Parce que c'est l'actuel club de Silvio Berlusconi, l'ancien président de l'AC Milan qui a racheté le club en 2018 et aujourd'hui il voit sa formation remonter en Série A, la première de son histoire. C'est à applaudir. Et il est attendu au mois d'octobre
à San Siro. Ah, face au Milan AC. Face au Milan AC. Ah, le club à qui il a tout donné et qui lui a également tout donné en retour. Pendant 30 ans. Ah oui, pendant 30 ans, Voilà. Silvio Berlusconi, chapeau également à ce monsieur. Il est à la tête de ce club avec son fidèle lieutenant Adriano Galliani, qui est toujours l'homme, le bras droit de ce monsieur Silvio Berlusconi. Grazie mille, mon cher ami. De nada, Ah, voilà qui est dit. Ça démarre très bien. Et désormais, nous allons refermer les fenêtres de tous les majeurs. Nous allons ouvrir celle du débat. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Ça va parler sans langue de bois, messieurs. Alors, on va décrypter, dépoussiérer cette affaire. Aurelio De Laurentiis, Franck Nunyama. La dernière fois, le président du Napoli a fait cette sortie comme quoi, pour lui, plus question de recruter des joueurs africains avec son club, le Napoli. Et il les paye et après, ils vont jouer ailleurs pour servir d'autres personnes. Quel est votre avis là-dessus d'abord ? Mais je pense qu'il a manqué de subtilité, de diplomatie dans sa réaction. Lorsqu'on sait que c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, voilà, un producteur de films, de cinéma, on comprend. Lorsqu'on est dans les affaires, lorsqu'on investit quelque part, on veut que cela revienne à 100%. Que cela donne, on va dire, du bénéfice à 100%. Sur ce plan, on est tenté de le comprendre un tout petit peu, mais la sortie a un tout petit peu raté. Les mots choisis ne sont pas à leur place. Parce que j'ai envie de dire que les Africains, les joueurs africains, quand on les recrute, c'est parce qu'ils sont bons, c'est parce qu'ils apportent quelque chose à ces clubs qui leur font confiance. Maintenant, il y a une compétition continentale qui se joue chaque année. C'est vrai, cette compétition vient peut-être chambouler un tout petit peu, on va dire, l'ordre établi au départ parce que ces joueurs sont obligés d'aller jouer pour leur sélection. Je pense qu'ils devaient choisir les mots, mais il n'a pas réussi à le faire. C'est tout son problème. Parce que lorsque vous écoutez par exemple le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly qui a joué dans son club, Naples d'ailleurs, qui a dit et ça ne regarde que lui. Si c'est ce qu'il pense des sélections africaines, de toutes les façons, lui il ne joue plus à Napoli, mais il serait difficile pour lui d'empêcher les Africains d'aller servir leur pays. Donc je pense que c'est une sortie un tout petit peu ratée, mais on comprend que c'est un businessman qui parle. On sait très bien qu'au Napoli actuellement, il y a Victor Osimhen, international nigérian, très important pour sa sélection qui va disputer la prochaine Coupe du Monde, même si on parle de Cannes aujourd'hui. Si vous étiez à la place d'Osimhen, quelle sera votre réaction ? Pour moi, c'est inadmissible cette sortie de Laurentiis qui a aujourd'hui des joueurs africains au sein de son club et qui fait ces genres de sorties. Pour moi, c'est vrai qu'on peut le comprendre si vous êtes un businessman, il n'y a pas de sentiment, vous voulez rapatrier vos investissements à terre, mais les sorties ne sont pas calculées. Cette sortie-là, elle a été tout simplement ratée pour moi. Il fait le buzz ? Oui, en même temps, ça me donne l'idée. Allez-y. Ça me donne l'idée d'un buzz parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Quand on sait qu'il évolue, Franck l'a dit, dans un domaine où il a forcément besoin parfois d'un buzz de visibilité. Pour se rendre un peu plus visible parce que c'est quelqu'un qui évolue dans le domaine du cinéma, il sort des films, mais il a une certaine filmographie assez intéressante depuis 1977 jusqu'en 2021. Wow. Bon, on se dit que c'est parce qu'il a envie, peut-être, il a un projet en cours, il veut sortir un nouveau film, qu'il se fait un peu attirer la lumière, qu'il se fait attirer un peu les projecteurs. Et les investisseurs. Surtout des Africains, puisque peut-être les Africains ne sont pas forcément intéressés par ces films. Donc, il veut peut-être jouer sur ces sortie-là pour créer un peu de baisse, pour se faire parler un peu de lui. Mais je pense que la sortie a été ratée. Les mots choisis n'ont pas été à leur place. Les plus doux n'ont pas été à leur place. Et je pense d'ailleurs que la CAF, comme elle a sorti un communiqué, ou encore la FIFA doit se saisir de on va revenir là-dessus tout à l'heure. Tout simplement remettre ce président à sa place. Ah bon, le président à sa place, il est à sa place en tant que président du Napoli. C'est le patron du club. Alors, quand on parle de cette façon de
la CAN, sachant que normalement, depuis plusieurs années, elle se déroule en janvier. Entre-temps, la CAF qui décale un peu, qui décale et ça vient en juin-juillet. Après, ça revient en janvier. Est-ce que quelque part, les Africains eux-mêmes ne laissent pas de la place, une brèche, pour qu'elle soit critiquée, pour que la CAF soit critiquée par rapport à son inconstance de programmation? Pour moi, aujourd'hui, ceux qui ont voulu que Issa Hayatou quitte le navire de la CAN pourront quand même de la CAF, pourront quand même s'en mordre les doigts, parce qu'on connaît très bien le monsieur. C'est vrai qu'il était vieux, mais il ne laissait pas la main à ces Européens là où encore il était ferme. Il était toujours ferme vis-à-vis de surtout de la CAN par rapport à l'organisation de la CAN. Entre-temps, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la CAN devrait aller 4 ans. 4 ans après, on a vu le Camerounais a refusé jusqu'à ce qu'on ne le débarque ou on ne l'éjecte de son siège. Oui. Et après, on a vu, Ahmad est arrivé et depuis là, tout a complètement chamboulé. Et jusqu'à aujourd'hui, les Africains continuent par souffrir de ce fléau-là. Moi, je pense qu'il va falloir que les décideurs du foot africain commencent par réfléchir autrement. Plus responsable. Plus ferme sur les décisions. Il y a le nouveau projet là. Pas de compromis à faire avec la FIFA ou encore l'UEFA, parce que déjà, il y a un nouveau projet qui est annoncé. Le projet qui a été refusé par les clubs européens, la Super League qu'on veut adopter en Afrique, et la CAF dans tout ça, la CAF aura besoin de 100 millions de dollars pour pouvoir organiser ça avec 24 équipes issues de... Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Point d'interrogation. On va pas aller dans ce débat. Parlons toujours de Laurentis. Voilà. On va continuer, vous allez chuter là-dessus. Et donc, vis-à-vis de toutes ces choses-là, il va falloir que les décideurs du football africain commencent par réfléchir autrement pour ne plus donner de l'occasion à ces Européens-là de se moquer de nous. Voilà. Franck, rapidement, 30 secondes par rapport à cette suite à donner. Vous pensez que cette mise en demeure qu'on réclame de la part de l'UEFA pour poursuivre De Laurentiis, est-ce que vous pensez que cette demande-là va aboutir? On verra bien, mais les Africains doivent être, on va dire, très rigoureux vis-à-vis de ce qu'ils font. Je pense que les dirigeants africains doivent être solides, doivent être véritablement Vous les sentez amorphes? Un peu amorphes, ils se laissent marcher dessus un tout petit peu. Le cas de Ahmad et puis le Sud-Africain qui pour le moment ne fait pas mieux. Donc, il va falloir respecter cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations de football, la plus belle fête du continent. Donc, je pense qu'il faut être solide, il faut être vraiment rigoureux et puis voilà, ne regarder personne et faire ce qu'on doit faire. Et pourquoi ce sont les Africains qui sont toujours montrés du doigt et non les Sud-Américains par exemple qui également, mais bon, on sait qu'à la CAN c'est en janvier, la Copa América c'est plutôt beaucoup plus en juin-juillet. Bon, il y a quand même des circonstances plus ou moins atténuantes concernant cette situation. Chaque continent a ses réalités. Absolument. On fait le tour de table. On rappelle qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un certain Roméo Yétor. Voilà, il a été justement spécialiste de cette émission. Un mot là pour rapidement saluer quelques personnes. Oui, rapidement, je salue Marcelin Soronou, un ami qui nous suit très fidèlement. Merci à lui. Voilà, et à tous ceux qui nous ont suivis, Zarich Fanchignon, qui est fidèle à cette émission, Julien dans l'été. D'accord. Tous les supporters du Real Madrid. Absolument. Les dames comme les messieurs. Qui ont jubilé. Naturellement. On est là. Mais moi aussi, je vais quand même réitérer cette salutation à Soanou Kodjo Marcelin. C'était un bon ami. D'accord. Et il nous suit particulièrement. Il y a également Aziamblé Roland depuis Djagblé actuellement. D'accord. On vous salue et merci à tous ceux qui nous ont suivis également. Joyeux anniversaire à Roméo Yétor. Exactement. Puisqu'on l'a commencé avec lui ici. Voilà. Oui, on va dire juste un très bon week-end à tous ceux qui perdent un peu de leur temps pour nous suivre et puis spécialement joyeux anniversaire à Roméo Yétor. Tout le meilleur à toi, Roméo Yétor. Plus de bénédictions. Merci, mon cher Vicente. Ça a été un plaisir. Merci, Dela. Merci, Franck. Mille gratitudes à Elom et à Théo Javon. On se dit excellent week-end et à lundi. Ciao, ciao.